Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du débrief. Le 32e sommet de l'Union africaine s'est tenu cette semaine à Addis Abeba et a vu le passage de relais à la tête de l'Union du président rwandais Paul Kagame à son homologue égyptien Abdel Fattah Sisi. C'était l'inquiétude générale à la veille de la rencontre, à laquelle a assisté entre autres le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. En effet, le chef de l'État égyptien était soupçonné de vouloir freiner l'élan intégrationniste lancé par son prédécesseur, M. Kagame, tant au niveau politique que sur le plan économique. Mais le maréchal Sissi a été rassurant. On attend donc ses actes. Mais pour autant, Paul Kagame ne sera pas en dehors des affaires africaines, puisqu'il a été désigné 4e vice-président dans le bureau. Par ailleurs, on remarquera que le dossier du Sahara n'a pas été mentionné dans le rapport final, ce qui est une victoire pour le Maroc, lequel a toujours insisté sur le fait que cette affaire est du seul ressort des Nations Unies. Enfin, ce sommet a vu l'arrivée sur la scène africaine de 2 présidents nouvellement élus, alors qu'on pensait le contraire, les présidents malgaches et congolais. On en parlera avec nos invités. En seconde partie de cette émission, nous irons en Algérie où on le savait, mais on en a aujourd'hui la certitude. Le président sortant et souffrant, Abdelaziz Bouteflika, briguera un 5e mandat. Âgé de 82 ans, malade suite à son AVC de 2013, le chef de l'État incarne par sa présence les divisions claniques au sommet du pouvoir. Que deviendra l'Algérie dans les 5 ans à venir avec un président malade, manipulé, une économie exsangue et une société en ébullition? Nous traiterons de ces questions avec nos invités. Naïm Kamal, directeur de Kuwait.ma. Hicham Hafid, vous êtes chercheur à l'Institut des études africaines à Rabat. Hassan Saoud, vous êtes membre chercheur à l'Institut royal des études stratégiques. Bonsoir messieurs et bonjour et merci d'être là. Ça fait 1 an donc qu'il attend, le chef de l'État égyptien, cette consécration continentale, lui qui est fortement soupçonné d'être bien plus tourné vers le monde arabe que vers l'Afrique. Mais il a cité Jamal Abdel Nasser, dont il s'est dit l'héritier africain, tout en se retenant néanmoins de se fixer des objectifs, comme avait fait son prédécesseur Paul Kagame. Hassan Saoud, on commence avec vous. Abdel Fattah Sisi succède donc à Kagame. Avant de parler de ce que fera le président égyptien, quel a été le bilan de la présidence Kagame au cours de cette année qui a été quand même riche en événements? Tout à fait. Paul Kagame a été investi en 2016 comme directeur d'une réforme de l'Union africaine que d'aucuns disaient qu'elle était complètement obsolète et dysfonctionnelle. Et puis, c'était à Kigali. Et puis, 1 an après, il était président en exercice. Il a réuni un nombre d'experts et évidemment, il y a eu la consultation de ses pairs. Et je dirais qu'il a marqué de son empreinte son passage à l'Union africaine parce qu'il a mis en exergue tous les dysfonctionnements structurels, organisationnels, financiers et surtout de gouvernance. Et donc, il a formulé des propositions, notamment dans la lutte contre la bureaucratie qui était lourde dans cette institution continentale. Il a évidemment proposé le recentrage des commissariats qui sont passés de 6 à 8. Et il a mis en place certains instruments, et ça c'est notable, de manière à donner à cette institution les moyens de sa politique, c'est-à-dire la souveraineté stratégique, en dehors des interventions étrangères, notamment en ce qui concerne son budget. Donc, souci économique, évidemment, il a réduit le nombre de sommets, de forums, de séminaires. Ça coûte de l'argent, tout ça. Ça coûte beaucoup d'argent, notamment quand l'Union africaine était sous perfusion. 80% des contributions sont étrangères et les 90% des vins qui restent, c'est les grands contributeurs. Et donc, vous avez un jeu dans les relations et le fonctionnement qui est biaisé. Les plus forts, la contribution étrangère maîtrise le calendrier, la feuille de route et évidemment, elle agit selon ses intérêts. Le reste, c'est les grands contributeurs également, qui sont 5, dont le Maroc vient de rentrer dans ce club. Eh bien aussi, ils maîtrisent et ils proposent et ils ont la priorité dans les décisions. Donc, c'est une réforme importante. Naturellement, comme dans toute réforme, il y a toujours quelque chose d'inachevé.
compte tenu du temps. Il faut dire qu'en un an, il ne peut pas tout révolutionner. Il ne peut pas tout faire, notamment pour régler le problème du président du Conseil africain, très important. Et puis, il voulait également réduire l'influence des commissaires qui doivent être subordonnés à ce personnage. Il n'y est pas arrivé. Évidemment, il y a le problème du passeport africain qui est encore... bon, il n'a pas fait. Et certainement que les contributions de certains pays récalcitrants dont ils ont prévu des sanctions très importantes pour que tout le monde puisse s'acquitter de son dû par rapport à cette institution qui doit assurer quand même son fonctionnement. Je rappelle que le besoin normalement évalué, c'est 900 milliards de dollars an. 100 millions. Les instruments qu'ils proposent vont permettre d'avoir plus jusqu'à 1,2 milliard, 1,3 milliard. En tout cas, bon, les grandes réalisations viennent en général des grandes idées, et les grandes idées mettent du temps à se mettre en œuvre, comme l'histoire du passeport continental. 900 millions de dollars. 900 millions, oui. 900 millions. J'ai entendu 900 milliards. Non, il a dit 900 milliards, j'ai repris, c'est 900 900 millions de dollars. On aura beaucoup plus que ça. Et évidemment, il y a la fameuse taxe qui pose... Alors, on en reparlera tout à l'heure. Donc, Hicham Hafid, parmi les choses qui ont été lancées par le président Kagame, c'est la fameuse ZLECA, la zone de libre-échange continentale africaine. Est-ce qu'elle a véritablement des chances d'être mise en œuvre face aux difficultés techniques, aux réticences économiques, aux résistances politiques, ou alors c'est simplement un vœu pieux? Non, pour répondre à votre question, il faudrait tout d'abord souligner que la ZLECA, c'est une zone de libre-échange continentale africaine qui a pour objectif de faire de le continent un continent, l'Afrique, un continent dynamique, mouvant. Une sorte de marché unique. Effectivement, c'est un grand marché africain commun, unique, qui a pour objectif de renforcer les échanges intracommunautaires, d'attirer plus d'investissements, d'insuffler une nouvelle dynamique en matière d'industrialisation, de créer des économies d'échelle, et ainsi de suite. Voilà l'objectif principal de cette zone de libre-échange continentale. En plus de ça, elle s'inscrit dans la ligne des orientations stratégiques de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Ça, sur le plan définition de la zone de libre-échange continentale. Maintenant, la mise en place, le processus de la mise en place, s'agissant des processus politiques et juridiques. Sur le plan théorique, nous avons constaté que depuis son lancement en mars 2018, lors du sommet extraordinaire à Kigali, donc jusqu'aujourd'hui, jusqu'il y a 3 jours, en 32e sommet extraordinaire qui a été tenu à Addis Abeba, donc nous avons compris que le processus politique a dépassé complètement le stade du non-retour et on passe de devenir une réalité. Donc on passe d'un rêve à une réalité. Ça, le premier, c'est sur le plan théorique. Presque plus de 49 pays qui ont signé la mise en place de l'accord de libre-échange de la ZLECA. 19 ont ratifié, jusqu'à aujourd'hui 19 ont ratifié, il ne reste que 3 pour pouvoir mettre en place réellement, effectivement, définitivement ce projet de la zone de libre-échange continentale. Donc il est sur le plan, il est en train d'être mis en place d'une manière définitive et effective. Néanmoins, sur le plan pratique, c'est ça le plus intéressant, parce que les règles, la ratification, la signature, pas de problème. C'est ça. Sur maintenant, le plan pratique, dans le réel. Voilà, exactement. Sur le plan pratique, ce processus va rencontrer certaines difficultés. Sur le plan, difficultés économiques, difficultés politiques et difficultés sociales. Parce que si nous regardons aujourd'hui le continent africain, il y a une forte disparité économique et sociale entre les pays. Presque, si on regarde, 34 pays sont des pays faisant partie du club des pays moins avancés. Donc, il y a un problème de contribution, un problème de compétitivité, parce que lorsqu'on ouvre les frontières, une abolition, il y a un débat sur l'abolition, c'est une abolition graduelle des tarifs barrières et non tarifaires ou une abolition, suppression totale. Donc, on ne sait pas aujourd'hui, il y a une discussion. Mais quand on aura une abolition complète, il va y avoir un problème de compétitivité, un problème de collecte de données, parce que la majorité, comme je viens de dire, 34 pays faisant partie des pays moins avancés, collectent des ressources en provenance des barrières tarifaires, et des barrières tarifaires, surtout des barrières tarifaires. Donc, il repose principalement sur le collecte des barrières tarifaires. Ça, c'est le premier problème. Deuxième problème, il y a l'enclavement.
Parce que si nous regardons aujourd'hui, 15 pays de l'Afrique sont enclavés. Donc il y a un problème de l'infrastructure, comment on va financer l'infrastructure et autres. Il y a un autre problème aussi, un problème de la souveraineté. Et ça, c'est très important, qui pose un véritable problème au sein des pays du continent africain, surtout le leadership, la souveraineté. L'Afrique du Sud et le Nigeria ne veulent pas être sur le même pied d'égalité que les autres pays, dans leur tête, qui sont pauvres et ainsi de suite. Ils ne veulent pas céder de leur souveraineté politique, économique et autres. Il y a également la pression des grandes entreprises multinationales qui se trouvent au sein de certains pays, qui bénéficient de certaines barrières à l'entrée de certains marchés, et donc la suppression va leur poser un véritable problème. Il y a également la pression des puissances étrangères, parce que la majorité des pays sont implantés aujourd'hui en Afrique. Alors, quand vous parlez de tous ces problèmes, Hicham Hafid, est-ce que c'est faisable, cette Zleka, finalement, ou pas? On a vu que pour le marché commun, ça a mis quand même quelques dizaines d'années avant qu'il soit véritablement en œuvre. Question monétaire, question... Il vient, à mon sens, de démontrer que ce n'est pas faisable. Donc voilà, quels sont... Voilà, non, sur le plan... moi, je dis il faut toujours analyser avec réticence. Parce que sur le plan théorique, c'est faisable. Dans quelques mois, peut-être, il va être mis en place d'une... Sur le plan théorique, mais pratique, non. Sur le plan pratique, est-ce que les États vont faire des efforts pour pouvoir renforcer, mutualiser les efforts afin de renforcer les échanges intracommunautaires, valoriser les complémentarités existantes entre les pays et avoir une Afrique qui a une forte présence à l'échelle internationale, soit sur le plan économique, soit sur le plan politique. C'est ça le plus important, parce que lorsqu'on regarde au sein des instances internationales, l'Afrique est en quelque sorte marginalisée. Il n'a pas une seule voix, il ne parle pas à l'unisson, et c'est ça le problème, le but principal de cette zone de libre-échange, d'avoir une position commune sur le plan de l'insertion dans les chaînes de valeur mondiale, et avoir également une marge de manœuvre au sein des instances quand il s'agit de la prise de décision. Donc je pense que... Alors justement, vous êtes clairement assez sceptique, assez perplexe à ce niveau-là, d'un point de vue politique. Alors Hicham Hafid a expliqué ça d'un point de vue technique et économique, d'un point de vue politique. Non, ce que je voudrais dire, c'est que pour faire quelque chose au niveau de 53 pays, c'est pas simple. On voit l'Union européenne. Elle n'arrive pas d'abord après, je crois, un demi-siècle de tentatives de cohésion, on n'arrive pas encore à parler d'une seule voix. A fortiori pour un continent encore en voie de développement comme l'Afrique. C'est un idéal, cette zone de libre-échange. Vous allez rire, mais je me suis mordé la langue, donc... Allez-y, essayez quand même. On vous entend clairement, on comprend parfaitement. C'est très bien. Ne vous gênez pas. C'est très bien, vous me rassurez. Donc, cette zone de libre-échange continentale, c'est un idéal. C'est très bien. Mais sur le plan pratique, il faudrait peut-être mieux commencer par d'abord le développement des organisations régionales, l'intégration régionale, pour après essayer de faire une intégration continentale à travers ces intégrations régionales, pour rester pragmatique et pratique. Autrement, on est en train de vendre du vent. Croire aujourd'hui qu'une zone de libre-échange continentale en Afrique, vu l'état économique des pays, vu l'état de stabilité politique et vu les infrastructures, vu tous les il faut bien acheminer les marchandises. Bon, théoriquement, c'est très bien, il y a le cadre, mais bon, dans la pratique, on est en train de courir, excusez-moi le terme, derrière des chimères. Ça, c'est pour l'aspect économique. Et donc, on reste avec vous, Naïm Kamal. Sur l'aspect politique, on va dire qu'il y a eu quand même pas mal de guest stars qu'il y a eu. Donc, Antonio Guterres, Gianni Infantino. Et puis, il y a eu aussi les deux nouveaux présidents fraîchement élus de Madagascar et de la République démocratique du Congo. Hassan Saoud parlait un instant de gouvernance. Donc, est-ce que c'était un sommet politique ou un sommet économique? Vous voyez les choses comment? Je vois surtout un sommet ordinaire. Ah, vous pensez? Oui. Je ne crois pas que ça ait été quand même, après la présidence Kagame, qui était quand même quelque chose. Oui, non. Kagame est une personnalité africaine qui a émergé du lot et qui s'est particulièrement distinguée. Hein. Il ne faut pas croire qu'il n'a rien fait. Non, ce que je dis là, je parle par rapport au 32e sommet. On n'a pas eu vraiment quelque chose de saillant. Évidemment, Guterres, c'est un habitué des sommets. Mais il est là du fait de sa fonction de secrétaire général. Il y a également
Bon, c'est pas tous les jours qu'on a en Afrique de nouveaux présidents. C'est même très rare. La plupart du temps, c'est des présidents bien installés et bien tapés dans leur fauteuil présidentiel. Il y aura encore 2 nouveaux présidents dans la semaine, dans les 15 jours qui arrivent. On a eu le changement, le passage entre Kagame et le président égyptien Sisi. C'est vrai, on a eu la véritable guest star, c'est Fantino, c'est la fédération, le président de la Fédération internationale. Ça, c'est du Kagame pur. Ça. Oui, voilà. Mais parce qu'aujourd'hui, s'il y a vraiment quelque chose de concret à réaliser, c'est d'avoir pour l'Afrique encore une meilleure place en Coupe du Monde et dans les compétitions internationales. Bon, je ne crois pas qu'on ait vraiment été en dehors du cérémonial habituel. On a eu des décisions à prendre qui n'ont pas été prises. On a encore des problèmes au niveau du financement. On n'arrive pas encore à boucler le budget. On a encore des problèmes à être vraiment opérationnels sur les problèmes sécuritaires d'Afrique. L'exemple, la Libye, le Congo, qui traînent depuis des décennies. Et ça, c'est là où on peut mesurer vraiment le poids d'une organisation internationale ou même régionale à l'échelle continentale, comme l'est le cas de l'Union africaine. Bon, on a eu, je crois que si on fait ça, et on le fait très bien, on aurait réussi le sommet, le dernier sommet. C'est la mise en place de l'Observatoire africain. Alors on va y arriver justement parce que le Maroc est en vedette là-dessus. Je sais qu'on va y revenir, mais ça c'est un acquis. Mais en dehors de ça, bon, c'est très bien, on n'a pas parlé du Sahara, on n'arrive pas encore vraiment à désigner monsieur immigration de l'Union africaine, on n'arrive pas à mettre pas mal d'instances en place, mais voilà, on reste en Afrique. Alors, vous savez, comme je disais il y a un instant, les grandes réalisations viennent des grandes idées et il faut quand même du temps. Il y a une cinquantaine de pays, il faut du temps. Les idées sont bonnes. À mon sens, les idées sont bonnes. Alors, Hassan Saoud, justement, Naïm Kamal en parlait il y a un instant, Antonio Guterres était là. Bon, il est habitué d'être là, mais il n'est pas habitué à dire des choses aussi claires, aussi impactantes. Par exemple, il a parlé de la sécurité du Sahel en disant, bon, ben voilà, il y a un problème de sécurité dans le Sahel. Et il a été même plus loin en disant qu'il faut que les Européens sachent que ça remonte. Et donc, il était là pour parler de ça. Où c'est que ça en est maintenant, cette question de sécurité, ici, à ce niveau-là? Ça me permettra évidemment de rebondir sur une autre réforme concernant le Conseil de paix et de sécurité, qui est quand même le cœur du réacteur de l'Union africaine. Guterres a fait un constat. Il a parlé de progression du terrorisme. L'Afrique continue à être la victime d'un terrorisme qui va dans une espèce de métastase. Ça va de la Corne de l'Afrique, le Sahel, les Grands Lacs, la Libye, l'Égypte. Aucune sous-région n'est épargnée. Et là, c'est là où il y a un dysfonctionnement au niveau de la coordination entre l'Union européenne, les communautés économiques régionales concernant la paix et la sécurité. Et il y a évidemment le problème de la piraterie dans le golfe de Guinée, qui concerne quand même 15 pays, et où les dispositifs africains sont dans un balbutiement. Heureusement qu'il y a les Américains, les Français et les sociétés militaires privées qui accompagnent les navires commerciaux. Et donc ça, c'est un problème très important. Mais le clou, et ça a été évidemment dit dans le rapport Kagame, c'est le Conseil de paix et sécurité qui est dysfonctionnel. Il ne joue plus son rôle. Songez que le comité de médiation et de réconciliation n'a jamais fonctionné depuis sa création, alors que c'est un organe de gouvernance sécuritaire important, c'est-à-dire la prévention des conflits et le règlement des conflits en amont. Ça n'a jamais été... Le centre d'alerte continental ne fonctionne pas. Est-ce qu'il y a un succès quelque part je vais vous dire, et je vais vous dire aussi que le commissaire de paix et sécurité africain, il est algérianisé depuis 2002. Et on va le supporter jusqu'à 2022. Ça pose un problème de gouvernance. La limitation des mandats dans le temps. Ça fait le 4e mandat qu'un Algérien en chasse un autre.
Est-ce qu'il y a une alternance? Est-ce qu'il y a un roulement? Ça fait partie des réformes. Quel résultat? Oui, mais de toute façon, c'est sur la forme. L'Algérie détient le commissariat de paix et sécurité depuis 2002 et il en a jusqu'à 2022. Se pose un problème d'alternance, donc ça fait partie des réformes aussi. Mais disons aussi que sous Kagame, il y a eu quand même des réconciliations. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau de bain. La réconciliation au Sud-Soudan, c'est un acquis. La réconciliation en République centrafricaine, le tout dernier, c'est un acquis. Des élections, vous l'avez à juste titre dit, qui se sont déroulées bon an, mal an, dans un climat de sécurité qui n'est pas, malgré des contestations concernant l'opacité et l'irrégularité. Disons que le bilan de ces présidents-là est tout à fait positif. Il reste évidemment à voir la suite. Le président égyptien, il faut au passage noter que l'Égypte a été suspendue pendant 1 an de l'Union africaine après l'accession au pouvoir du président actuel, avant d'organiser les élections. Voilà. Donc c'est quand même un succès. C'est même peut-être l'une des rares choses qui ait véritablement fonctionné. L'Union africaine a été créée en 2001 ou 2002 et jusqu'en 2015, 2016, 2014 peut-être. J'ai pas l'impression qu'il s'est passé beaucoup de choses. C'était des réunions, mais je crois que depuis 2014-2015, justement, vous parlez de ces succès, il y a eu une revitalisation. Bon, le Maroc a adhéré en 2017, mais depuis, il y a le mouvement. Absolument. Le Maroc a fait bouger certaines lignes. Il a proposé des réformes concernant surtout le Conseil de paix et de sécurité. Et c'est la réforme qui reste. On n'a pas encore touché. Et donc, je pense que c'est un bilan mitigé, comme disait l'autre, sauf que pour la ZLECA, il faut régler, comme l'a dit Naïm, il faut régler cette différenciation du développement des régions. La CEDEAO n'est pas comme la CEAC, n'est pas comme... Il y a un développement et une intégration régionale inégale, et ça pose un problème. Et le problème des infrastructures, il a été posé par le nouveau président en exercice qui doit mettre à niveau toutes les infrastructures. Alors, je voudrais revenir sur un aspect qui est important, qui a été dit autour de la table. Je voudrais, avec vous, Hicham Hafid, cette question financière du fonctionnement. Donc, aussi bien Hassan Saoud que Naïm Kamal ont effleuré un peu la question. Comment ça se passe? C'est qui les 80? Le budget est de combien? Les 80%, c'est qui les donne parmi les bailleurs de fonds internationaux? Les 40% du budget qui sont, allez, on va dire, pris par les 5 ou 6 grandes puissances. Comment ça se passe et comment ça s'est passé et comment ça devrait se passer ici à l'avenir? Oui, c'est la réforme financière. Des chiffres, si vous en avez, parce que c'est intéressant de savoir comment ils fonctionnent. Bien sûr. L'imposition ou la mise en place de la taxe de 0,2% sur les importations, Kabiroka, exactement, en provenance, donc sur les importations en provenance du reste du monde, constitue un point focal très important parmi les points qui constituent les réformes de Paul Kagame. Et ça reflète vraiment sa volonté politique comme étant un chef d'État qui a pu, en l'espace de 25 ans, faire sortir son pays du chaos et devient aujourd'hui, le Rwanda devient un pays parmi les élèves les plus assidus exactement en Afrique. Le Rwanda, en matière de climat d'affaires, se positionne le deuxième après l'île Maurice et ainsi de suite. Donc, c'est une réforme très importante qui consiste à mettre en place 0,2% sur les importations en provenance du reste du monde, qui a un double objectif. Le premier objectif, c'est de renforcer d'abord, d'avoir une forte souveraineté financière et de se détacher un petit peu de la dépendance financière en provenance des bailleurs de fonds. Les États-Unis, l'Union européenne, des pays. Effectivement. Donc 80% du financement de l'Union africaine provient des bailleurs de fonds étrangers. Donc l'Union européenne, la Banque mondiale et ainsi de suite. Donc le principal objectif, c'est d'avoir plus de souveraineté financière. Et qui dit autonomie financière, souveraineté financière, dit souveraineté politique. Donc avoir une marge de manœuvre à l'échelle sur les instances internationales. Deuxième objectif, c'est de renforcer, quand on impose une taxe de 0,2 sur les importations, donc on cible indirectement le renforcement du commerce intra-africain, donc pour pousser les pays à importer au sein de l'Afrique. Ça promet. Renforcer également la compétitivité. En termes de encourager les entreprises, créer les économies d'échelle aussi. Mais je reviens toujours sur le plan pratique. Il y a un dicton en Afrique qui dit l'argent est le nerf de la guerre.
Donc, quand on parle de l'argent, ça pose une chose qui fâche. Effectivement, comme on dit. Voilà, effectivement, c'est parmi les choses qui fâchent. Donc, le problème du chef d'État africain aujourd'hui, c'est l'engagement sérieux. Donc, aujourd'hui, on a signé la mise en place de cette taxe. 23 pays qui ont vraiment, effectivement, qui commencent ont signé cet accord, qui commence à mettre en place. Je vais vous interrompre, Hicham Hafid, l'heure de la pause sonne. Je suis désolé, on va se retrouver dans quelques instants. À tout de suite. Bonjour, nous reprenons la seconde partie du débrief de cette semaine consacrée en partie au dernier sommet de l'Union africaine avant d'aller à Alger pour la présidentielle. Pour ceux qui nous rejoignent, nous en parlons avec Naïm Kamal, directeur de Quid.ma, Hicham Hafid, vous êtes chercheur à l'Institut des études africaines, et Hassan Saoud, vous êtes aussi chercheur, mais à l'Institut royal des études stratégiques. Juste avant la pause, Hicham Hafid, on parlait encore du nerf de la guerre, enfin du mode de fonctionnement financier de l'organisation, enfin de l'Union africaine. Oui, exactement. Terminez votre raisonnement. Au niveau de la taxe 0,2 sur les importations en provenance du reste du monde, il n'y a que 23 pays qui ont commencé à mettre en place d'une manière effective cette taxe, et seulement 13 pays qui ont commencé à collecter les fonds. 14 pays. 13, oui, 14, ça marche. Donc, qui ont commencé à collecter les fonds. Mais quand on parle est-ce que les autres pays vont respecter sérieusement ces engagements financiers? Parce que Paul Kagame a mis en place une autre mesure, c'est en réduisant le nombre des contributions des 5 pays, les plus grands pays en les limitant à 40%. À 40%. Donc, par mesure de ne pas déstabiliser le budget financier, parce que ces grands pays, 5 pays, ont des économies extraverties, forcément dépendantes des exportations. C'est qui les 5 pays? C'est l'Afrique du Sud, l'Angola, Nigeria, l'Égypte et l'Algérie. 5 pays. Et le Maroc tout dernièrement. Oui, le Maroc vient d'en faire partie, donc c'est 6. Grande partie de ces pays ont une économie extravertie, dépendante des exportations des ressources naturelles, des ressources pétrolières et ainsi de suite. Et donc, si un jour, avec la fluctuation des prix du pétrole, ça risque de perturber le budget. C'est pour ça qu'il a limité le budget à 40% du budget total. Une autre mesure, c'est que aujourd'hui, la question de contribution de financement, ça va être posé avec acuité. Pourquoi? Parce que si nous regardons aujourd'hui que certains pays de l'Afrique font partie de plusieurs communautés économiques régionales. Et la signature ou l'engagement sérieux dans cette communauté économique régionale, c'est juste pour, je ne sais pas pour quelques intérêts personnels, mais pour travailler dans le cadre d'intérêt général, ça va être un véritable problème parce qu'il y a un manque de moyens. Il y a certains pays qui font partie de 4 communautés économiques régionales. L'exemple typique, c'est le Kenya, qui fait partie de la CAE, COMESA, SADC, CAE. Donc voilà, quand il s'agit de la contribution, ça pose un véritable problème en termes de contribution financière. Bien, alors on revient à l'aspect politique, Hassan Saoud. On va parler un peu de Abdel Fattah Sisi, le nouveau président. Est-ce que vous pensez qu'il aura les moyens, la volonté, surtout la capacité de se montrer en tant que médiateur, en tant que leader et en tant aussi qu'interlocuteur de l'ONU, sachant que le secrétaire général de l'ONU a insisté sur le fait que l'Afrique devrait avoir une meilleure place, une meilleure représentativité au niveau des instances des Nations Unies. Est-ce que vous pensez que Sisi peut faire l'affaire, fera l'affaire? Il en a pour un an. Pourvu qu'il termine les réformes de Kagame, ça sera notamment pour la ZLECA et pour la taxe Kaberuka, ça sera déjà un pas important. Ce que voulait dire, à mon humble avis, le secrétaire général de l'ONU, c'est que le continent africain, qui a déjà 1,2 milliard d'habitants, 54 pays quand même, et en 2050, on sera 3,5 milliards. Et en 2100, on sera 4,5 milliards. C'est-à-dire que d'ici 2100, un citoyen sur 4 sera africain. Et l'Afrique est le seul pays qui n'a pas de membre permanent au Conseil de sécurité. C'est peut-être un vœu pieux, mais la réalité des chiffres est là. Donc vous pensez qu'il parlait de ça, attribuer? Moi, je pense que la surreprésentation, c'est ma lecture. La surreprésentation voudrait dire, à mon humble avis, que c'est un membre permanent du Conseil de sécurité. Vous croyez que c'est faisable?
Naïm Kamal, vous voulez dire faisable. quelque chose là-dessus? L'Asie est représentée, l'Europe, les Amériques sont représentées. Comment ils l'Afrique- sont représentés? Mais est-ce que représenter, quand vous Ils sont parlez... représentés est-ce comme que c'est- continent par des puissances intrinsèques. C'est des puissances, mais Intrinsèques. qui va représenter l'Afrique? C'est bien un pays. Non. Alors, non, Mettons-nous d'accord. Attendez. La Il y a Chine, dans le est-ce Conseil que de la sécurité... Chine représente au Conseil de sécurité l'Asie? Au Conseil de sécurité, il y a deux types de membres. Je ne vous apprends rien, j'apprends rien aux téléspectateurs. Les permanents Il y a les et non permanents et les permanents. non permanents. Les permanents, c'est l'histoire de la... Il s'agit c'est d'un la membre deuxième guerre. permanent pour l'Afrique. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez Non. qu'ils vont le prendre en Moi, tant je que crois- représentant moi, de je l'Union crois- africaine? Moi, je crois Hein? qu'aujourd'hui, c'est une vue de l'esprit. C'est... Vous êtes sceptique. Vous êtes très sceptique pour l'Union africaine. Non, je ne suis pas très sceptique, je suis réaliste. J'ai les pieds sur terre. D'abord, il n'y a aucun membre permanent du Conseil de sécurité qui est au nom d'un continent. Non. Oui. Ça, c'est L'Amérique l'histoire est- de la Deuxième Guerre mondiale, et- on connaît. Donc ça vient voilà, c'était les vainqueurs, C'est des puissances. auxquels on a ajouté... la Sauf Chine. à changer l'ordre mondial et l'ordre de l'ONU, on ne peut pas prétendre à représenter un continent. Maintenant, on va faire la simulation et dire, bon, on va voir si c'est faisable. L'Afrique, 53 pays. Qui va représenter qui? À tour de rôle. Non. On va céder cette prérogative à un pays. Lequel? Pourquoi? Mais Comment? pourquoi vous êtes réaliste ou alors vous êtes sceptique alors qu'on enclenche une discussion et un débat? Le secrétaire général de l'ONU Non, a j'aimerais- émis un vœu, j'aimerais bien donc qu'on il est en- possible qu'il y ait une j'aimerais bien- élection. Il est possible qu'il y ait... J'aimerais bien que l'ONU et Guterres, pour lequel j'ai beaucoup de respect et d'estime, enclenchent avec nous un vrai débat sur l'immigration que sur des idées gadgets. Des chimères. Je n'ai pas voulu parler de ça. C'est ce que, J'ai dit, ça veut dire. pour moi, c'est une idée gadget, infaisable, impraticable, parce que d'abord, le fait de dire que parce que vous êtes un continent, vous êtes un meilleur, dans ce cas-là, l'Asie, avec ses milliards, qui vont être peut-être 3 sur 4, doivent avoir trois Il y pays, a une etc. réforme, Non. il y a une réforme du Conseil de sécurité qui est en train de se là, il y profiler a à une- l'horizon. mais- Peut-être que Antonio Guterres en Ça a a profité toujours pour été entrer. Là, ce qu'il débattu faudrait- à l'ONU. Ce qu'il faut dire, c'est Le cas de l'Inde et le cas d'une représentation d'un pays africain, ça De l'Allemagne continue. aussi, ça a Mais été évidemment. discuté. L'Allemagne, on peut continuer, mais... Oui. Non, mais l'Allemagne, Eh oui. c'est un cas particulier. Alors quand bon, on même. va laisser ça quand même, c'est un peu loin. On va revenir à cette question dont vous parliez de la migration, mais pas avec vous, avec Hicham Hafid. L'UA a proclamé 2019 année des migrants et des déplacés internes. C'est quoi la situation de la migration sur le continent? Mais écoutez, On en est où exactement? on est au niveau de la migration, l'état des lieux de la migration interne sur le continent, et même si les chiffres ne sont pas parfois, les chiffres fiables sont difficiles à obtenir, certains analystes estiment que 80% de la migration s'opère à l'intérieur du continent africain. Et parmi les populations les plus mouvantes dans ce continent, c'est la population de l'Afrique de l'Ouest. Après, il vient les populations de l'Afrique centrale, de l'Afrique australe et de l'Afrique de l'Est. Plusieurs raisons qui poussent, qui encouragent ces mouvements migratoires. Vous avez les raisons écologiques, les raisons politiques, les raisons économiques et autres. Conflit. Et les conflits, exactement, et autres. Mais aujourd'hui, au niveau interne du continent africain, le continent devient certes une migration, un champ de migration interne, mais également un champ de migration internationale. Parce qu'aujourd'hui, selon les statistiques, on voit qu'il y a une attraction ou des mouvements, une migration massive des Portugais, par exemple, vers l'Afrique de l'Ouest, notamment au Mozambique, en Angola et autres. Donc certains pays ont ces idées reçues, c'est que le continent africain, c'est pourvoyeur Récepteur aussi. C'est un continent récepteur également des grandes puissances, des pays européens, le Portugal et autres. Donc ils viennent s'installer en Afrique pour pouvoir trouver de l'emploi, faire des investissements, faire autre chose. Il y a aussi une autre chose, c'est la diaspora africaine, qui joue un rôle très important, le retour de la migration, donc qui devient un facteur important, majeur dans le financement des grands projets structurants en Afrique. Le cas du Mali, le cas de l'Éthiopie, c'est 40% du financement du barrage. Le barrage de Renaissance a été financé par la diaspora africaine. Je pense que l'état du lieu de la migration interne intra-africaine est là.
Et le Maroc, ces dernières années, aujourd'hui, on voit qu'il se dote d'une véritable politique, c'est une véritable politique de migration qui consiste aujourd'hui, avant il était un pays de transit, aujourd'hui, effectivement, aujourd'hui il devient de transit. Effectivement, aujourd'hui il devient un pays d'accueil, d'installation. Il a mis en place une panoplie de politiques d'insertion de campagnes de régularisation, certains plans d'action menés par le ministère de la Santé, le ministère de l'Éducation, le ministère de l'Emploi aussi, et autres, pour pouvoir réussir l'intégration de ces subsahariens ici, aussi bien sur le plan économique que sur le plan de l'éducation et sur le plan de l'emploi. Alors justement, puisque vous parlez de ça, on termine ce sujet avec vous, Naïm Kamel. Le Maroc va abriter l'Observatoire africain des migrations. Le chef du gouvernement, Saad El-Etmani, qui représentait le roi Mohamed VI à Addis Abeba, a présenté une partie de ce rapport et a expliqué que cet observatoire, donc, je cite, répond à un besoin structurel de fournir des données fiables permettant de comprendre le phénomène des migrations sur le continent et ses différentes migrations. Alors ça a été quoi la teneur et la valeur ajoutée du rapport du roi Mohamed VI? C'est-à-dire que le discours ou le propos que Saad El-Etmani a tenu au dernier sommet est dans le prolongement du discours de 2018, où il y a eu la proposition première de la mise en place d'un observatoire africain de la migration. Et l'idée même de cet observatoire est l'émanation d'une réflexion qui a été menée par le roi du Maroc, non pas avec le gouvernement marocain, mais en association avec des chercheurs, des acteurs de la société civile, avec des institutionnels également. Et il y a eu, je crois, 2 rencontres en 2017 et 2018, l'Inas Khairat, qui a réuni la société civile. Il y a eu une réunion ministérielle qui s'est déroulée à Rabat, je crois, en janvier 2018. Et cette réflexion a été une réflexion, disons, innovante pour tordre le cou à des idées reçues. Voilà. Le roi leur a dit 4 sur 5 d'Africains restent en Afrique. Oui. La migration africaine ne représente que 3,4%, que l'immigration n'est que 3,4%, que dans ces 3,4%, 14% seulement sont africains. Et donc cette déferlante, on aimerait qu'on la réduise à sa réelle dimension pour qu'on puisse vraiment la traiter. Et l'observatoire va pouvoir continuer cette réflexion, la suivre en temps réel pour pouvoir à chaque fois d'abord imaginer des solutions à long terme, mais imaginer également des solutions quand les problèmes se posent. Alors, question à vous trois, mais très rapidement. La présidence Alpha Condé on peut dire qu'elle a été politique, la présidence Kagame a été institutionnelle, la présidence Sisi serait en un mot, voire quelques mots, rapidement, Hassan Saoud. Pour moi, je pense que sa priorité va être la Libye. La Libye. Beaucoup plus que les Africains, et ça justifie certaines craintes lors du sommet. Mais la lutte antiterroriste, à juste titre, il a raison de le faire, et ça sera une année destinée aux infrastructures africaines. Très bien. Hicham Hafid? Moi, j'espère qu'elle serait développementiste. Développementiste, aussi bien sur le plan économique que sur le plan social. Très bien. Naïm Kamel? Je crois aussi, moi j'espère pas, je ne me fais pas dans l'espérance, mais dans le constat. Je crois qu'il va s'occuper de la Libye, et je crois qu'il va aussi s'occuper du retour de l'Égypte sur la scène africaine. Sur la scène africaine. Alors, bonne chance, Président Sissi. On va rester en Afrique, mais on va aller en Algérie. La nouvelle est tombée en début de semaine. Abdelaziz Bouteflika, 82 ans, 20 ans de règne, est candidat pour un 5e mandat. Il est malade, très affaibli, il ne se déplace plus que sur un fauteuil roulant. Que se passe-t-il dans ce pays pour maintenir en place un homme aussi diminué? Naïm Kamel, on va commencer avec vous sur ce thème-là. Cette annonce de candidature de Abdelaziz Bouteflika, est-ce qu'elle montre un consensus entre clans dirigeants ou au contraire un défaut d'accord? Et à défaut d'accord, on prend les deux. Les deux en même temps. C'est encore plus flou. Non, c'est-à-dire qu'ils se sont entendus sur le moindre mal pour eux. Malheureusement, et moi personnellement j'en suis triste, parce que
il faut pas croire, mais personne dans la région n'a intérêt à une Algérie instable ou dans l'insécurité. Et malheureusement, aujourd'hui, on a l'impression qu'il y va. Vous savez qu'il y a les réserves de change qui s'épuisent, il y a la volatilité du marché pétrolier qui est la principale. Ils sont à 90 milliards de dollars maintenant, les réserves de change, après avoir été à plus de 200 il y a quelques années, effectivement. La principale ressource de l'Algérie est que l'Algérie tient socialement dans sa stabilité par la politique d'assistance sociale. Or, après les élections, ils ne vont plus tenir. Aujourd'hui, ils continuent encore à tenir le temps de passer ces élections. Et il est vraiment malheureux qu'un pays, qu'un peuple aussi valeureux que le peuple algérien, parce qu'il ne faut pas croire qu'il y a une classe politique redoutable, ne puisse pas aujourd'hui trouver, générer, dégager un homme de la situation. Avoir à reconduire fut-il un génie, un président malade dans l'état de Abdelaziz Bouteflika est un très mauvais signe. Alors justement, quand on parle de clan Hassan Saoud, je vous ai présenté comme étant membre de l'IRES, mais vous êtes aussi ancien officier supérieur de la gendarmerie. C'est quoi les rapports de force qu'il y a actuellement au sein de l'armée après le limogeage de plusieurs généraux d'importance ces derniers mois? Vous savez, les cercles de pouvoir en Algérie sont assez nombreux. Vous avez parlé évidemment de l'institution militaire dans tous ses volets territoriaux, ses renseignements et le reste. Vous avez une bureaucratie d'État qui fait partie aussi et vous avez le palais présidentiel où il y a un gouvernement de l'ombre avec ses composantes civiles, militaires et conseillers. Parmi les principaux de ce gouvernement de l'ombre, il y a M. Frère, Saïd Bouteflika. C'est quoi son rôle? Monsieur Frère est entouré aussi. Il a un cadre dans lequel il travaille. Et qu'est-ce que nous constatons? Que tout cet establishment n'a pas pu se mettre d'accord sur un candidat d'alternance. Ça, c'est clair. Et on a opté pour le statu quo. Vous savez, le statu quo, il est bon pour les paresseux et il ne dérange pas grand monde. Oui, donc, c'est peut-être ça. Facile. Et on l'appelle Moujahid, tout ça, mais il y a quand même, comme disait Ben Fliss, il y a une entorse à la Constitution algérienne. L'article 88 parle de l'empêchement de l'état de maladie. Or, nous ne sommes pas dans un état de maladie passagère. C'est devenu maladie chronique, elle est là depuis 6 ans maintenant. En 2014, il a fait une campagne par procuration, il n'a même pas été voté. On parle d'un mandat de trop. Je pense que c'est 2 de trop. Oui. Nous sommes dans de la gérontocratie, malheureusement, mais encore de la gérontocratie aggravée par un état de santé du premier magistrat de la nation. La médicocratie. Si on veut, la médicocratie. Bon, mais écoutez, c'est de la tragicomédie. Et l'Algérie, comme vous dites, malheureusement, ne donne pas une bonne figure. À côté de ça, vous avez quand même une opposition epsilon. Elle est existante. Et donc, l'establishment, avec ses relents, au niveau des entreprises, au niveau des syndicats, a fait qu'on préfère celui qu'on connaît, affaibli soit-il. La peur de l'inconnu, la peur du vide, finalement. Et oui. Parce que vous entendre tous les deux, c'est plié pour le mandat. C'est Abdelaziz Bouteflika qui sera réélu. C'est un plébiscite. Oui, on n'a pas présenté. On ne sera pas dans une élection. Ça sera un plébiscite, un de plus, 2 de trop. Et malheureusement, je pense qu'il a promis quelque chose d'important, c'est la réforme de la Constitution, qui va être un chantier prochain, dans lequel, certainement, qu'on va instituer la vice-présidence pour que le vice-président, devant un président malade, puisse continuer à jouer les missions régaliennes de représentation dans les instants. Et je pense que c'est comme ça qu'en attendant, évidemment, si c'est un vice-président, il peut prendre la place
au cas où. Mais sinon, l'armée a toujours Si on quelqu'un... trouve un vice-président, autant désigner carrément un autre candidat. Alors, on a fait le tour sur la politique, sur l'armée. On passe à l'économie avec vous, Hicham Hafid. Les Algériens importent donc presque tous leurs biens de consommation. Les réserves de change, comme on a dit il y a un instant, étaient supérieures à 200 milliards en 2014-2015. Ils ne sont même pas à 100 milliards. 45% de la population est jeune et la moitié est sans travail. Est-ce qu'on peut considérer que l'Algérie aujourd'hui est une poudrière? Aujourd'hui, parce que, excusez-moi, jusqu'à il y a quelques années, ou jusqu'à maintenant encore, on continue d'agiter l'épouvantail de la décennie noire, de la guerre civile. Est-ce que ça va continuer comme ça? Et la mémoire. À la mémoire. Sur le plan économique, je peux dire que l'approche économique actuelle de l'Algérie est intenable en raison de deux choses principales. La première chose, c'est la baisse du prix moyen du pétrole et la forte dépendance de l'économie à l'exportation de matières premières. Deuxième raison, c'est le doublement des déficits budgétaires. Donc, faute d'assainissement des déficits publics, des dépenses publiques, et ainsi de suite. Ce qui nous amène à dire que l'économie algérienne souffre de carences structurelles en termes d'emploi, en termes de consommation, en termes également de la gestion budgétaire. Première chose, c'est que c'est une économie fortement dépendante de l'exportation des matières premières. Deuxième chose, c'est une économie qui s'est orientée depuis l'indépendance, qui s'est orientée vers le secteur industriel, dans le but de créer de l'emploi, d'élargir la base économique, et tout en marginalisant le secteur agricole. Alors qu'aujourd'hui, ce secteur qui nourrit et qui fournit un travail à une grande population en croissance exponentielle, se trouve en difficulté. Troisième chose, c'est que sur le marché de l'emploi, 55% de la population ayant moins de 30 ans entre dans le marché du travail sans aucune perspective. Et que l'État, effectivement, et que l'État aujourd'hui a des capacités très limitées pour soutenir cette population en émergence. Troisième chose, comme il a dit Sinaïmi, c'est que l'État applique une politique monétaire expansionniste qui alimente l'inflation et qui également sont pour... Il faut tourner la planche à billets. La planche à billets, exactement. C'est-à-dire qu'il crée de la monnaie. Effectivement. Sans contrepartie économique en face. Donc ça crée des problèmes. Et cette politique monétaire expansionniste... Il ne fait pas, il fabrique. Et fabrique exactement. Cette fabrication de planches à billets donc, alimente l'inflation et retarde les décisions du gouvernement sans attaquer réellement aux problèmes de fond structurels de l'économie algérienne. Sur le plan interne, sur le plan externe, il y a un problème de la politique étrangère de l'Algérie. Il y a un fort conflit entre l'économique et le politique. C'est ça. Aujourd'hui, si nous regardons en termes de relations avec l'Afrique subsaharienne, on trouve que depuis les années 2000 jusqu'en 2018, il n'y a que, alors on va dire 170 millions d'exportations vers l'Afrique subsaharienne. Il n'a pas réussi à s'implanter dans le continent africain. Au niveau du climat des affaires, la dernière fois, le rapport de Win Business, il est sorti, il est classé 29e à l'échelle africaine et 157e à l'échelle internationale. Alors que le Maroc dans le dernier quart, quoi. Effectivement. Voire le dernier cinquième. Donc il y a un problème de gouvernance économique, un problème de gouvernance politique et un problème de la diplomatie économique à l'échelle internationale et autres. Alors malgré ça, Naïm Kamal, on en est à 170 candidatures. C'est tellement attirant d'être président algérien ou alors c'est des candidatures de fantaisie ou quelles sont les plus sérieuses parmi ça? Je crois que ça tourne à l'autodérision. Parce que quand vous voyez la qualité des candidats que les Web TV présentent, on est vraiment dans l'autodérision. Le peuple algérien préfère en rire. C'est pour ça qu'il y a cette pléthore de candidats. C'est une façon subliminale de dire au pouvoir que du moment que vous pouvez reconduire Abdelaziz Bouteflika à la candidature à la présidence... Pourquoi pas vous, pourquoi pas lui? Ça peut être n'importe qui, ça peut être... C'est un record, ça, 170 candidats pour une présidentielle. C'est à ce niveau-là. Donc, bon, les autres, les plus connus, les Ali Ben Flis, les Abbas, les Ghadiri, j'y arrive. Comment il s'appelle Nahda? Bon, j'ai oublié son nom. Jaballah, je crois. Enfin, j'ai oublié. Enfin, c'est quelque chose comme ça. Makri. Non. Lui aussi.
eux-mêmes, ils n'y croient pas. Ils disent que la partie est jouée. Dès lors qu'on a présenté qu'il n'y aura pas de campagne, qu'il y aura un plébiscite, on l'a dit, ça a été dit, je crois que tu l'as dit toi-même, ça va être un plébiscite et Bouteflika va passer, peut-être pas haut les mains parce qu'il ne peut pas les lever, mais bon. Mouvement Mouatana, il ne sert pas à grand-chose. Il y a un hashtag alors, qui a été il y a ce général major. Laissez-le se reposer. Non, il y a ce général major qui est sorti dans ne sait où pour présenter sa candidature, se présentant comme le candidat de la rupture. Bon, il y a deux façons de le voir. Ou il y a un clan à l'intérieur de l'Algérie constitué de généraux à la retraite ou mis à la retraite, dont le général Taufer, le fameux patron des services, enfin l'ex-fameux patron des services de sécurité, ou alors, au meilleur des cas, on le présente comme peut-être une route de secours au cas où Bouteflika aurait été dans l'incapacité. Donc on peut considérer quand même qu'après ce que vous avez dit, l'Algérie en est véritablement un tournant, mais un tournant particulièrement critique. On va donc attendre avril pour l'élection et voir ce qui va se passer. C'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous trois d'avoir été avec nous. Merci à vous toutes et tous de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. Je vous dis à la semaine prochaine. Merci.